Voilà, donc on va commencer la table ronde inaugurale, mais avant, donc, on vous a donné un petit avant-goût de ce que sont les vallées d'Ax-les-Thermes, hein, donc avec le plateau de Beille, hein, qui est quand même le gros site d'ici en termes de ski de fond et de nordique. Après, ben, j'invite Monsieur Dominique Fourcade, le maire d'Ax-les-Thermes, à nous présenter un peu le reste, hein, sur la vallée. On a donc sur la table ronde qui vont parler successivement, donc Nicole Quiem. Non, Nicole ne va pas parler, donc ce sera Christine Dicky, la présidente du conseil départemental. Kamel Chibi, donc, qui est le vice-président éducation jeunesse, beaucoup au sport d'ailleurs en ce moment, puisqu'on a une actualité sportive qui est intense en France, vous le savez, qui a aussi des responsabilités à l'ARF en matière d'éducation. Anne Philipson, donc la nouvelle directrice territoriale de Canopée Occitanie, bienvenue, même si elle connaît Ludovia parce qu'elle est venue sur notre casquette. Sabrina Cadiaros, donc DRAD Occitanie, qui est une grande habituée de cet événement, merci d'être là. Et Pierre Laborde, donc président de la FINEF, hein, qui est un partenaire historique de Ludovia, qui est souvent intervenu sur ces tables rondes, que l'on remet au goût du jour, parce que le Covid nous avait un petit peu chamboulé notre organisation classique. On faisait tout ça dans le parc jusqu'à l'année dernière, donc là on revient sur des fondamentaux. Donc merci d'être là. Je vais demander donc à Monsieur le maire de nous faire un petit mot d'accueil, et ensuite ce sera Alain Naudy. Merci. Merci Eric, mesdames et messieurs. Bon, on est pas mal là, hein, on est au frais. Voilà, dehors il fait pas si chaud que ça, c'est pas la canicule. On est en montagne, ça reste quand même acceptable. Sous les grands arbres, on est pas mal. Alors, juste vous dire que le numérique, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu compliqué pour nous. Tout à l'heure, j'ai reçu une imprimante, j'arrivais pas à la programmer, mais impossible. Et donc, il a fallu que j'appelle mon fils, qui est OG, il a trafiqué pendant presque 3/4 d'heure pour y arriver. Donc, ça m'a rassuré quelque part, mais ce qui m'a le plus rassuré, c'est quand je suis arrivé à Ludovia, qu'ils étaient en rade d'imprimante et qu'il a fallu qu'on appelle à la mairie pour les dépanner avec une. Donc, je me dis, tout est encore possible dans ce monde qui semble m'échapper tellement et être très loin de mes préoccupations du quotidien. Donc, c'est quand même rassurant. Bon, vous présentez Ax-les-Thermes, eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent et qui reviennent, mais il y en a qui découvrent. Alors, cette année, quand même, on a fait des animations d'exception, on a fait un chantier énorme devant le casino, énorme, c'est le gros bordel, il n'y a pas d'autre mot, mais on a été grandement aidé par le département qui est en train de refaire le pont. Ah oui, là aussi, vous avez apporté votre pierre à l'édifice, et c'est très compliqué de se balader, de traverser Axe en voiture, même à pied. Mais bon, on s'en sort, il y a un chantier au bout d'une rue, il y a un énorme hôtel qui est en phase de construction. L'an prochain, il devait être réalisé, on a un bel hôtel, le Château Villemur, avec une 50aine de chambres, 4 étoiles sub, dirais-je, des suites dans la partie château et surtout un restaurant gastronomique. Donc, on saura où aller l'an prochain. Voilà, il sera ouvert, il n'y a aucun doute. Il devrait ouvrir au mois de mars pour finir la saison de ski, parce qu'à Axe, il y a Beille, mais on a aussi la station de ski Lax 3 Domaines, un ski alpin qui se défend pas trop mal, qui a une qualité de piste, 85 km, on se situe dans les premières versants pyrénéens français, donc qui fonctionne bien et qui fonctionne aussi l'été. Alors l'été, ça vaut le coup de monter avec le téléporté et prendre même les œufs ou le télésiège qui mène tout en haut. Il y a une bulle d'oxygène en haut, il fait frais, il fait vachement bon, il y a un petit restaurant qui n'est pas gastronomique pour l'instant, mais on espère l'an prochain arriver à apporter de la gastronomie là-haut pendant l'été. Et surtout, il y a du nouveau. Avant, il y avait du VTT de descente. Alors là, il faut être un peu barjot. L'autre jour, je me suis réaventuré. Je me dis qu'en vieillissant, il va falloir que je me calme. C'est ardos. Par contre, il y a du dévalcarte. C'est vachement sympa, c'est tout simple, c'est qualitatif. Et il y a surtout des petites randonnées en altitude. Que vous dire de plus? Il y a le thermoludique. Alors les anciens, tout le monde, je crois, y est passé. On a rénové le hammam, on a rénové le sauna. C'est vachement beau, j'y suis allé hier et j'ai redécouvert ça. C'est vrai que c'est très qualitatif et c'est très bien. Voilà, donc ça, c'est les nouveautés au centre-ville. Et après, on a aussi le Parc d'Espagne, où il y a la piscine, qui va fermer dimanche prochain, mais qui encore est ouverte. Et à côté, il y a des terrains de tennis en terre battue très qualitatifs. On a été classé terre de jeu. Même si on n'a pas accueilli d'équipe étrangère, on aurait pu.
Et surtout, il y a un terrain de paddle qui vient d'ouvrir cette année et un terrain en quick, et c'est quand même très qualitatif. Donc je vous invite à vous balader en ville pour aller au Parc d'Espagne. La navette, la petite navette, qui est gratuite, vous amène aussi au Parc d'Espagne à pied. Ça vous évite, sous la chaleur, d'aller là-bas. Là-haut, il y a les grands arbres, il y a un petit snack, c'est vachement sympa, quoi. Donc Axe est sympa, même si c'est un peu compliqué cette année. L'an prochain, ça doit être très beau. Voilà. L'esplanade devant, elle va être très très belle. Donc je vous invite à revenir déjà l'an prochain. Bon. Et sauf si le département nous faut encore des gros trous partout. Bon voilà, et je vais laisser la parole, si je ne me trompe pas, à Alain Nolly. Hein. Donc Alain, président de notre interco, qui va parler de tout le reste autour d'Axe. Allez, je te laisse la parole. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont la compétence au niveau de l'éducation, parce qu'à Axe, on a la chance que c'est l'intercommunalité qui se charge de l'éducation. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que souvent, c'est compliqué, c'est très compliqué pour les maires. Les années Covid, c'eût été catastrophique s'il avait fallu qu'on le gère en direct. Donc, on est très content d'avoir une interco qui s'occupe de ça. Alain, à toi la parole. Merci. Vous avez compris au propos de Monsieur le maire que venir à Axeterme, c'était incontournable à la fin août. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ici pour la 21e édition de Ludovia. Nous participons, nous, communauté de communes, nous participons bien sûr depuis le début. Cette année, le thème est particulier. Les débats seront certainement très riches. L'utilisation du numérique en classe, notamment et quotidiennement. Il faut savoir que notre communauté de communes, qui s'est agrandie, qui a fusionné avec deux communautés de communes voisines en 2017, donc voici 7 ans, a voulu se doter de la compétence ce qu'on appelait le service des écoles, c'est-à-dire tout ce qui regroupe l'enfance, depuis les crèches, enfance, jeunesse, en 2007. Donc il y a déjà 17 ans, tout ça pour donner les mêmes moyens aux enfants, quels qu'ils soient à Axeterme, mais qu'ils soient dans les plus petits villages autour d'Axeterme. Nous avons 11 classes en tout. Donc, en 2005, la commune d'Axeterme, j'étais moi-même enseignant à Axeterme, et en 2005, la commune d'Axeterme avait été retenue pour une expérience avec une commune, avec l'Andorre et l'Espagne, pour que les classes de cycle 3, si j'ai bonne mémoire, soient dotées de notebooks pendant 3 ans. Cette expérience a démarré et puis elle a été poursuivie, donc environnement numérique, noté de travail. Et la plupart des classes, par la suite, ont été dotées de classes numériques, tableau blanc, etc. L'école de ma commune, Orlu, un petit village au-dessus d'Axeterme, a pu participer ainsi à un travail tout au long de l'année scolaire avec des Anglais, et puis ils ont échangé avec des classes anglaises, donc ça peut aller très loin, le travail avec à la base des outils numériques. Et je crois qu'il est intéressant de travailler cette année là-dessus, y compris sur les dangers que nous connaissons maintenant, les abus aussi que nous connaissons. Donc, je ne doute pas que l'édition de cette année sera particulièrement intéressante. En tout cas, le département a pris le relais dans les collèges. Christine Tequi en parlera sûrement mieux que moi tout à l'heure. Et je crois que c'est une bonne chose. Le maire d'Axeterme, Dominique, faisait la liste de tout ce qu'il y avait à voir à Axeterme. Moi, je vais être dans mon rôle. Je vais vous faire grâce de la liste, mais vous dire que vous êtes dans un environnement physique, géographique assez extraordinaire. Sortez d'Axeterme, je vais dire, si vous avez le temps, et allez voir tout ce que vous avez autour. C'est vrai que l'accueil, une dame des Pyrénées-Atlantiques nous le disait tout à l'heure, l'accueil est souvent à la hauteur. On s'arrange pour la météo, mais on n'y est pas finalement pour grand-chose. En tout cas, le meilleur accueil vous sera réservé, et avec notre intercommunalité, nous avons mis tous les moyens pour faire en sorte que cette université d'été soit la plus réussie possible. Alors, très bonne Ludovia pour la 21e édition. Merci.
Bon, bonjour à tous, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit. Je vous salue évidemment tous, très heureuse de pouvoir être là une nouvelle fois pour ces universités d'été. Et vous dire que voilà, ça fait plus de 20 ans, je crois, que maintenant on a Ludovia à Axe et que voilà, qu'on se regroupe pour réfléchir, cogiter, voilà, faire bouillir un peu la marmite et les uns et les autres sur la question du numérique. Alors, l'intégration au quotidien et puis au fil des ans, les sujets, je crois, ont changé. En tout cas, à mon sens, voilà, accompagner ces usages au quotidien avec les enfants, je dirais que nous avons, que vous avez à accompagner, moi me semble poser un certain nombre de questions. D'abord, la première, c'est savoir que il y a tout l'outil qui paraît idyllique, mais il y a aussi les faces cachées de cet outil et qu'on ne peut pas ignorer. Première question que je me suis posée là cet après-midi en préparant un peu cette intervention, c'est comment ne pas tomber dans le piège de vie publique, vie privée sur le net et qui ferait voilà, qu'il y a des risques de cyberharcèlement qu'on connaît, qui sont plus ou moins médiatisés pour des raisons assez sombres d'ailleurs et qu'on ne peut pas ignorer. Comment on peut accompagner et éduquer les jeunes à l'usage du numérique et en même temps développer leur esprit critique de façon à ce qu'ils fassent la part des choses sur la multitude d'informations qu'on peut avoir. Hein. C'est vrai pour les adultes aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Comment éveiller les consciences aux formidables outils que peuvent être les réseaux sociaux, mais aussi à l'aspect plus sombre, d'une arme qui peut servir des causes qui sont beaucoup moins nobles et parfois contraires aux principes fondamentaux de la République. Comment se prémunir d'une dépendance totale et généralisée au numérique, qui est une force par bien des aspects, mais qui est une grande faiblesse quand on est cyberharcelé. Hein, et bon, on est deux dans cette pièce à avoir connu la cybercriminalité, puisque moi, en tant que présidente du syndicat mixte départemental des eaux et l'assainissement, et Alain, en tant que président de la communauté de communes, on sait que cette dépendance totale, c'est à la fois une force et à la fois une extrême faiblesse, et donc peut-être prévoir des choses sans revenir à l'âge de pierre. Alors moi j'ai un DGS qui dit que dans cette ère du numérique, il faut tout réécrire sur des papiers. Comme ça, on est sûr d'avoir une trace. Alors c'est bien, mais c'est un peu extrême. Et puis, je dirais, comment faire, et cela nous concerne tous, du numérique un atout et non pas une dépendance ou une addiction. Et vous savez à quoi je pense. Voilà, je pense que Ludovia a su réunir une communauté passionnée et très engagée autour des enseignants, des chercheurs, des représentants d'institutions, des entreprises innovantes. Et vous êtes ici tous la preuve de la collaboration et du partage de connaissances qui sont, à mon sens, tout à fait essentiels. Donc, on va avoir des ateliers et des tables rondes. C'est le moment d'approfondir à la fois nos réflexions, nos connaissances, nos partages, nos interrogations, nos inquiétudes, nos angoisses, nos passions aussi, bien entendu. Et je suis sûr qu'ils seront très enrichissants. Alors, conseil départemental est un partenaire engagé. Il a toujours été engagé sur le numérique depuis bien des années. D'abord parce qu'il a déployé un premier réseau d'initiatives publiques. Il ne peut pas y avoir d'usage numérique sans réseau d'initiatives publiques pour notre cas, puisque c'était notre engagement aussi politique. Hein. Et dernièrement, donc, un engagement fort sur le déploiement de la fibre à l'abonné qui sert d'ailleurs déjà
l'ensemble de nos collèges. Et donc c'est avant tout un aménageur et puis quelqu'un qui équipe l'ensemble des usagers, dont les collèges, évidemment, et les lycées d'ailleurs, pour ce qui nous concerne. Voilà. Et puis, c'est une compétence que l'on partage, hein, on l'a vu au moment des ateliers, sur l'équipement numérique, hein, qui pour nous a été un sujet, alors je dirais, à la fois d'innovation, à la fois d'expérimentation, pour regarder, parce que on a pris des options un peu différentes. Des fois, ça a été des tablettes, des fois, ça a été des portables. On a commencé par 2 collèges, regarder ce qui était le plus intéressant pour les uns et pour les autres. Bon, des fois, c'était raccordé au réseau de façon filaire parce que les parents étaient plutôt réticents sur la question du Wi-Fi et des ondes. Voilà, donc on s'est un peu adapté à chaque établissement pour répondre à un usage qui réponde aussi au contenu éducatif qui était souhaité par les enseignants. Et je pense que en ça, voilà, on a accompagné. Et puis, évidemment, on est conscient des nouvelles innovations, conscient que on doit être un partenaire fort. Et c'est pour ça qu'on est ce partenaire aussi financier par rapport à Ludovia, de façon à mener au mieux ces discussions et ces échanges autour des innovations. Voilà. Moi, je veux remercier particulièrement donc tous les partenaires, le président de l'association, tous les organisateurs qui ont rendu ce rendez-vous encore possible cette année, après des années Covid qui ont été évoquées, qui n'étaient pas si simples, hein, et donc c'est bien de voir que ça continue, ça perdure et ça s'enrichit toujours. Et puis je vous souhaite un très bon Ludovia 2024. Merci à tous. Merci Madame la Présidente. Donc on va commencer cette petite table ronde. Alors je sais qu'il y a des impératifs par certaines personnes qui ont plein de charges. Je voulais préciser que quand même Christine Tecky, la présidente du conseil départemental, a une expérience en informatique, hein, puisque moi quand je suis arrivé en Arié, j'ai découvert une petite société où vous travaillez. Voilà, donc elle sait de quoi elle parle en fait, on va dire. Alors, on avait un peu parlé l'année dernière, parce qu'on questionne toujours sur mais pourquoi ils ont choisi ce thème cette année. Voilà. Donc la quotidienneté numérique ou le quotidien dans les établissements en classe, on aurait pu dire, bon, ils se sont pas trop foulés. Alors on a un comité scientifique qui choisit à chaque fois ce thème, et puis on essaie de le décliner dans tout ce qui existe à Ludovia pour cette année. Alors je voudrais rappeler quand même, alors pour certains qui sont très jeunes, ils n'ont pas découvert ça, mais je pense qu'ici sur la table, il y en a qui, en 95, Internet a commencé à peine. Et nous, quand on a commencé en 2004, Ludovia, on parlait beaucoup du futur. Qu'est-ce qu'on va trouver avec ce numérique? Qu'est-ce que ça va donner dans les écoles? Voilà, on parlait du futur. Pendant de longues années, on parlait de bientôt, il va se passer quelque chose. Hein, bientôt, les collectivités pourront investir dans la fibre optique. On a le chantier, Christine Tecky l'a rappelé, des chantiers de fibre optique qui ont démarré à cette époque-là. Hein, ça commençait également là-dessus. Et puis, aujourd'hui... La plupart des établissements sont connectés, on ne parle plus de taux d'investissement comme on a parlé longtemps à Ludovia. Et puis maintenant, on va plutôt parler de c'est quoi le chat GPT, hein, donc on est sur l'intelligence artificielle. Bon voilà, pour dire qu'effectivement, c'est devenu un quotidien, mais un quotidien qui n'est pas forcément facile. Hein, il a été précisé aussi par la présidente du conseil départemental, l'impact des smartphones dans la vie privée ou en classe. On verra un petit peu avec vous ce que ça peut donner. En même temps, on a eu des chantiers de numérisation des contenus pédagogiques, hein, qui étaient aussi un gros sujet. Hein. Rappelez-vous le cartable numérique. Hein, on a fait venir le président du conseil général des Landes à l'époque sur Axe les Thermes, hein, qui avait parlé du fameux cartable numérique qui était proposé dans les Landes. On a parlé aussi, on parle beaucoup de médias sociaux, hein, donc les réseaux sociaux, l'impact que ça a à la fois dans les communications, mais aussi dans les relations
personnelles, qu'ils soient positives ou négatives. On parle d'apprentissage en ligne. Le Covid nous a montré que grâce à ça, on pouvait continuer à faire de la pédagogie à distance, avec des problèmes de vie privée, etc. etc. Donc je parlais de choses, de l'éthique, quelque chose qui a été abordé aussi à Ludovia. Donc en gros, tous ces termes, on en a parlé à Ludovia. Mais je voulais, donc, dans tous ces thèmes-là, parlons un petit peu du rôle des collectivités. Donc, il y a un monsieur qui n'a pas parlé, c'est Kamel Chibli pour la région Occitanie. Qu'est-ce que la région aujourd'hui, dans ce quotidien numérique, que peut proposer une région en dehors de tout ce qui a été fait, puisque les infrastructures, tout ça, c'est a priori quelque chose qui est derrière nous, ou est-ce que c'est encore un effort supplémentaire qui doit être donné par les collectivités pour que ce soit maintenu? Un petit micro là-haut. C'est bon. D'abord, bonjour à tous. Merci. Merci aux élus du territoire de l'accueillir. Salut à nos deux parlementaires, Madame la sous-préfète et Monsieur le Président, bien sûr de Ludovia, pardon, mais je voulais juste protocolairement saluer l'ensemble des élus et bien sûr vous dire toujours un plaisir d'être ici à Ludovia. Ça a été dit par Christine, je pense que ça se fera et se dira par les différents orateurs. Nous, les collectivités, on a changé de volume, puisqu'on a connu les collectivités auxquelles le numérique n'était pas assez présent, en tout cas n'était pas présent. Tu as parlé de 95, moi j'ai pas le souvenir de 95, je pense que c'était pas encore, en tout cas moi dans mon esprit, c'était plus loin que ça, mais ce qui est certain, c'est que ça a amené une certaine révolution. Une grosse révolution, et effectivement, le vrai sujet pour nous, c'est toujours pareil, tu as évoqué les différents débats, c'est le numérique éducatif, ou le numérique au service de notre jeunesse et de notre société. Et avec ça, on peut y mettre beaucoup de difficultés, en tout cas de craintes, tu l'as évoqué, la question de sobriété, éthique, c'était un vrai sujet. D'ailleurs, cette thématique-là, pour moi, elle a été assez bouleversante, parce que c'est la manière dont on maîtrise les usages, en se disant que dans un contexte un peu particulier, on dit il faut arrêter les tablettes, il faut passer à des choses plus ludiques, où il y a de l'échange physique, et c'est vrai qu'on est tendance à être beaucoup sur du virtuel, sans compter la dimension réseaux sociaux avec la téléphonie mobile qui a pris un pas considérable. Donc après avoir dit tout ça, c'est bien sûr être finalement au rendez-vous de cette évolution technologique, tout en essayant de maîtriser, ça a été mon propos tout à l'heure sur les questions, tu as parlé tout à l'heure de cyberattaque, je crois, Christine, ce sont les dangers aussi, mais l'idée c'est quand on a une région de 13 départements avec 240 000 lycéens, mais qu'est-ce qu'on peut proposer qui permette d'accompagner notre jeunesse sur leur émancipation, sur leur évolution, et permettre aussi quelque part d'être un régulateur ou un accompagnateur peut-être de certaines jeunesses qui a peut-être plus de difficultés que d'autres à avoir accès, ce qu'on appelle parfois la fracture numérique. Et donc tout ça est un sujet majeur pour nous, c'est pour ça que nous, je ne vais pas le refaire, on en parlait avec Jean-Jacques, mais je ne vais pas refaire le contexte de ce qu'on avait fait, puisqu'il y en a qui sont très témoins ici de ce qu'on a fait. Tu as parlé de cartable numérique, avant qu'on arrive, il y avait le cartable numérique sur l'Académie de Montpellier. Ensuite, on a généralisé, et avec notamment les drames, nous avons affiché une volonté de créer un label numérique, parce qu'on dit si on investit dans la gratuité d'ordinateur, il faut qu'on ait quelque part que l'usage soit au rendez-vous, sinon c'est de l'argent public, on a l'impression que c'est un peu un cadeau, alors un cadeau de Noël un peu à valeur, mais ça c'est un vrai sujet. Après, il y a la question de comment on accompagne l'évolution, parce que les enseignants, j'ai l'impression, moi depuis 8 ans maintenant, puisqu'on parlait de notre historique de Ludovia, on a parlé de cette généralisation du numérique. Ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on arrive à basculer sur le numérique éducatif et notamment les ressources granulaires qu'on appelle, qui changent, on va dire, notamment la question du papier. Ensuite, on a dit, on revient en arrière, on avance. Et j'ai l'impression, en tout cas moi, c'est mon sentiment, qu'on a du mal à avoir une stabilisation de la manière dont on passe le pas sur la question des ressources en numérique. Parce qu'une ressource en numérique, elle permet d'être évolutive, elle permet effectivement d'être plus écologique. Après, la question se pose sur la question numérique, mais sur le plan du papier, etc. Et en fonction des matières, en fonction des disciplines, on a ce sujet qui est majeur pour les enseignants, ce qui est légitime, c'est la liberté pédagogique. Chaque enseignant fait le choix ou pas d'aller sur le numérique ou pas. Moi, j'ai toujours dit, on n'est pas pour le tout papier. Chacun le fait en fonction de ses convictions, mais reste que c'est quand même aujourd'hui un sujet majeur. Nous, à tel point qu'on a aujourd'hui la totalité des lycées qui sont labellisés numériques. Alors, c'est différents niveaux, puisque c'est du niveau 1 au niveau 3. Et faire en sorte que des classes, par exemple, qui utilisent l'ordi,
sur des filières professionnelles ou technologiques, y compris avec des potentiels, avec des exercices très pointus sur le plan de l'ordinateur. Je ne vais pas rentrer en technique, mais là-dessus, on évolue pas mal. Et à ta question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou qu'est-ce qu'on pourrait faire encore, je pense c'est peut-être que et ça c'est une démarche importante, c'est-à-dire que si les enseignants eux-mêmes, parce que c'est la clé de voûte, les enseignants, ne s'accaparent pas eux-mêmes cet outil, on ne pourra pas le faire à leur place et on ne pourra pas leur imposer. Je crois que c'est une démarche très collective, cette histoire-là. On ne peut pas dire, nous, élus, par exemple, on décide de dire, mais voilà, nous, on a décidé ça, c'est comme ça et c'est pas autrement, en lien avec les rectorats. Et je crois que c'est un peu la démarche qu'on a prise, c'est celle de dire, on fait un outil ensemble, est-ce qu'on veut cheminer ensemble, est-ce qu'on considère que c'est une évolution pour l'apprentissage de l'élève ou pas? Si on considère que oui, qu'est-ce qu'on fait pour le rendre évolutif? Et ensuite, derrière, c'est comment on fait pour qu'effectivement, que ce soit en Ariège, en Lozère ou dans n'importe quel territoire, on ait accès à tout ce potentiel numérique. Il ne faut pas qu'on ait le sentiment, et c'est un sujet hautement d'actualité, le sentiment de déclassement et d'oubli. Voilà, ça c'est un sujet majeur, puisqu'on a toujours tendance à considérer que quand on sortait des métropoles, on était un peu loin de tout et qu'on n'avait pas accès à tout. Et je crois que c'est important, en tout cas la démonstration qui est faite ici, c'est que n'importe quel élève, n'importe quel enseignant, n'importe quel établissement scolaire doit être doté du même niveau, en tout cas, de capacité à apprendre, y compris sur le numérique, et avec un sujet majeur, puisqu'on a cette question des ENT, comme vous le connaissez, puisqu'on a cette charge-là aussi en lien avec les départements, l'espace numérique de travail, qui est un des outils essentiels, qui fait le lien d'ailleurs entre les parents, les enseignants, les élèves, qui est un outil exceptionnel, qu'il faut bien sûr sécuriser, encore plus sécuriser, mais qui reste un outil très, très utilisé. Alors le Covid, forcément, il a décuplé le niveau. Voilà, je ne veux pas faire trop long, mais cette question que tu poses est essentielle parce qu'effectivement, moi-même, je me pose la question, au-delà de ce qu'on fait, parce que toute politique, elle doit être repensée, elle doit être re-questionnée. Il ne faut pas considérer qu'on a fait une politique, elle est éternelle, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'elle correspond au temps du moment? Est-ce que finalement, tu as parlé de ChatGPT avec la question de l'intelligence artificielle, c'est comme l'arrivée d'Internet, on disait la même chose, on disait des choses positives et négatives. Je crois que sur l'IA, il y a les mêmes inquiétudes, alors des inquiétudes encore plus poussées quand on voit des exemples de la manière dont certains utilisent l'intelligence artificielle, c'est quand même une certaine révolution technologique, mais toujours un peu de méfiance, mais toujours être attaché à la question au service de nos élèves et de leur émancipation, mais ça reste un sujet de débat qui, à mon avis, j'espère qu'à Ludovia, il va encore continuer à nous donner des éléments et notamment des modes opératoires pour essayer d'avancer dans nos politiques. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, monsieur le vice-président. Non, je retiendrai un propos sur d'aller-retour, donc une volonté d'aller, puis on revient en arrière, etc. Et surtout liberté pédagogique et aussi choix des enseignants, parce que ça a été le problème. C'est vrai que pendant des années, on a parlé donc liberté pédagogique, des choix des enseignants, et surtout, en fait, pendant longtemps, on a eu une sorte de carton rouge qui disait oui, mais on n'a pas de formation. Pas de formation des enseignants. Alors, je vais poser la question à l'outil national qui est canopé sur la formation aujourd'hui, qui a eu sa feuille de route concernant la formation. Un gros sujet sur la formation des enseignants. Est-ce qu'on a avancé sur le sujet? Est-ce que c'est un quotidien ou c'est toujours compliqué, comme dit Kamel Chigli? Il y a des enseignants qui ne veulent toujours pas, que c'est compliqué. Est-ce qu'on est encore dans ce genre de choses? Alors, pour Réseau Canopé, bien entendu, la formation, c'est forcément au cœur de nos réflexions, puisque c'est notre cœur de métier et c'est notre mission de former les enseignants à travers le numérique, par le numérique, avec le numérique, mais pas que. Et nous essayons de répondre au maximum aux besoins de chacun. Maintenant, oui, il y a toujours des enseignants qui ne souhaitent pas être formés, qui n'en voient pas l'utilité. Malgré tout, nous, notre rôle, c'est d'essayer de proposer un maximum de formation, un panel le plus complet possible pour répondre aux besoins de chacun et aux problématiques actuelles. Donc nous avons forcément les problématiques autour du harcèlement, du cyberharcèlement, toutes les problématiques autour des valeurs de la République, et Réseau Canopé propose de nombreuses ressources et de nombreuses plateformes qui essayent de faire en sorte que la formation soit, que les enseignants s'approprient cette formation, puisque l'apprentissage en ligne,
Ça permet ça, en fait. Il y a de nombreux avantages à cet apprentissage en ligne. C'est justement d'être maître de son temps, parfois, de son contenu, et d'aller piocher à droite et à gauche ce dont ils ont besoin pour construire après leur cours, tout comme on peut aller en établissement répondre à une problématique et un besoin particulier. Donc nous, forcément, au sein de Réseau Canopé, on est convaincus de l'intérêt de la formation. On peut avoir multiples outils. Si on ne sait pas s'en servir, si on n'en voit pas l'intérêt, ça ne servira à rien. Et voilà, on est d'accord sur l'éthique, voilà, l'éthique de l'outil et l'éthique professionnelle aussi, l'éthique du numérique. Et nous, ce qu'on fait au niveau des enseignants ou des personnels des collectivités, puisqu'on ne forme pas que les enseignants, c'est justement pour que ça redescende jusqu'aux élèves, en fait. Et on voit que le Covid a permis d'ouvrir aussi les formations d'une autre façon, justement, puisque Canopé s'est réinventé, s'est transformé grâce à ça, et a ouvert de nombreux webinaires qui connaissent quand même un certain succès. Voilà. Oui, j'avais parlé d'apprentissage en ligne, j'ai cité un petit peu le sujet, travail à distance. Est-ce que ça, le Covid et puis les installations qui ont été mises en place par les collectivités permettent de manière plus fluide de proposer ça aux enseignants ou plus trop? Alors, nous, on pense que oui, bien entendu, puisque lorsque tout a été fermé, c'est quand même la formation en ligne, c'est quand même le lien entre, certes, la sphère personnelle, puisque l'enseignant était chez lui, et les outils des formateurs qui ont permis de garder cet intérêt pour la formation, pour la pédagogie, et qui ça a permis quand même de casser les murs de la maison, de l'isolement aussi. Et quand on fait de la classe dehors, on peut aussi utiliser du numérique, d'ailleurs, puisqu'on a tout ouvert. Donc pour nous, l'apprentissage en ligne a été une vraie révolution et quelque chose de très intéressant. Ça a demandé beaucoup d'adaptabilité aux formateurs, pas qu'aux formateurs de Canopé. À partir du moment où on utilise des outils numériques, ça demande de la créativité, de la flexibilité, de l'envie d'apprendre. Et je crois que toutes les personnes qui sont là à Ludovia, qui viennent chaque année à Ludovia, c'est parce qu'ils sont convaincus de l'intérêt de l'éducatif, du numérique éducatif et de l'apprentissage en général. Sabrina Cargaros, eh ben oui, c'est à vous. Je disais tout à l'heure qu'on a testé beaucoup de choses depuis une vingtaine d'années. Camille Chibu rappelait qu'effectivement les collectivités ont suivi. Il y a eu une demande de la part du ministère et des académies de tester le cartable numérique, de tester telle ou telle chose. On a connu pas mal de choses. Et dans ces propos, dans ce que je disais, il y a eu beaucoup de foisonnement. On voit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et on sait que l'État, le ministère avec, et les académies donc ensemble, ont eu un gros travail de motivation. La direction numérique n'existait pas quand on a démarré à l'époque, et tu n'étais pas Dan ni Dran à Bordeaux. Et aujourd'hui, on a ça, d'accord. Et puis, il y a eu tellement de choses qu'il y a eu un besoin de régulation. On le voit aujourd'hui, il y a une stratégie numérique qui est proposée par la direction numérique. Est-ce que ce quotidien du numérique va de pair justement avec une régulation, on parle d'éthique, tout le monde parle plus ou moins de ça, on est tous plus ou moins d'accord sur le sujet. Est-ce que les académies aujourd'hui ont ce rôle justement de maîtriser un petit peu la situation, qui n'était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années, je rappellerai, puisqu'en fait, moi, en tant qu'extérieur, donc de Ludovia, on sentait une sorte de débordement. Il y a tellement de foisonnement que les académies avaient du mal à suivre. Les profs sortaient du contexte, ils avaient des blogs, des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, l'État a construit quelque chose, un outil que tu représentes qui propose la régulation. Est-ce que c'est avant tout ça le rôle des académies aujourd'hui, en même temps qu'un travail avec les collectivités qui n'existait pas forcément à l'époque? Je crois que c'est l'ensemble de ce qui a été dit et chacun peut en témoigner. Comme tu le disais, c'est la loi Payon qui a fait en sorte que les directions académiques numériques existent et soient le relais des collectivités qui avaient besoin, je pense, d'avoir cet échange-là et d'avoir le sentiment que tout ce qui était investi profitait à ceux qui en avaient besoin, à savoir les enseignants et les élèves. Donc ça, c'est fondamental.
Moi, je voudrais juste donner des échelles, hein. On a 4600 écoles, on a 580 collèges et 880 lycées pour la région Occitanie, ce qui fait que sans une régulation, une organisation, on ne peut pas travailler. Il faut qu'il y ait aussi des comités de pilotage, des comités stratégiques, et c'est ce qu'on arrive à nouer tant au niveau des 13 départements qu'avec la région, et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et je crois qu'il faut aussi remarquer qu'on est en France un des pays qui ont le mieux résisté au Covid parce qu'on avait le numérique. Donc, sans dire que c'est la panacée, et personne ne le dit, c'est quand même un outil profondément utile, mais qui doit être médié, et c'est l'école qui apporte cette médiation. Ce sont les enseignants qui sont avec les élèves lorsqu'ils utilisent du numérique, et pas tout seuls à leur bureau, et pas chacun avec une tablette, mais bien avec une organisation, là encore, dans la classe, qui est intelligente. Je pense qu'il faut rappeler qu'avant l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence naturelle, qui fait que ça fonctionne bien dans les classes, parce que les enseignants sont en première ligne. Dire aussi que former au numérique, à mon avis, ça n'a pas de sens. Il faut avoir des projets suffisamment intéressants pour que le numérique apporte sa plus-value, et que donc on forme au numérique à partir de ces projets. Et ça, c'est fondamental, parce que on le voit bien quand, dans les premiers temps de l'existence des CETIS, hein, je l'ai été en 2007, donc il y a un moment, on disait aux enseignants, écoutez, on va vous former, c'est très important. Bon, pour eux, l'importance n'apparaissait pas, parce que le sens premier n'était pas là. Mais à quoi ça va nous servir? Donc si on partait de projets, à savoir par exemple donner à des élèves à besoins particuliers des outils pour pouvoir aller au-delà du travail qu'ils étaient capables de faire sans ces outils, et bien là, les enseignants s'intéressaient. Donc on le voit encore aujourd'hui de façon encore plus crue, je crois, avec les territoires numériques éducatifs, où on n'a que des projets qui sont bien délimités, des propositions aux établissements scolaires avec des acteurs comme Canopé, comme la Trousse à Projet pour la parentalité numérique, et ce sont des travaux d'équipe, on ne peut pas les faire seuls, avec les collectivités, avec les opérateurs de l'État, et c'est avec ces organisations, je n'oublie pas la FINEF ni les EdTech France, bien sûr, parce que c'est ensemble qu'on peut avancer. Encore faut-il qu'on soit capable de travailler ensemble en s'écoutant. Et ça, c'est Kamel l'a rappelé tout à l'heure, hein. Il faut que tous ensemble, nous ayons des structures qui nous permettent de communiquer et d'échanger pour pouvoir progresser. Et ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense qu'on est en train de se rendre compte que, voilà, sans ces organismes et ces organisations, on ne peut pas travailler. Avant de passer la parole justement à la finale, je voulais rebondir un petit peu sur le côté expérimentation, généralisation, parce que souvent c'était la méthode. En gros, on essayait des expérimentations en espérant qu'il y ait à un moment donné, dans un temps politique, la généralisation. Est-ce que ça c'est toujours nécessaire dans ce monde numérique qui évolue toujours, hein, parce qu'on parle de ChatGPT, on n'en parlait pas il y a 3 ans. Est-ce qu'il y a toujours ça, et est-ce que c'est pas lassant, parce que bon, dans les paroles souvent enfin, du moins nous en Ariège on a eu ça, souvent c'était ah oui, alors l'expérimentation sur ça, puis alors on abandonne, on passe à autre chose, et cette espèce de sentiment que l'éducation nationale est toujours en train d'expérimenter, et quelque part c'est pas stabilisé. Est-ce qu'on va toujours, enfin on parle pas forcément du futur, ça on verra la synthèse mercredi, mais est-ce qu'on est obligé toujours de fonctionner comme ça? Comment dire? Moi, j'écoute les collectivités, c'est mon métier. Bon, et elles me disent, on a tous des budgets qui sont contraints. Vous n'allez pas nous faire dépenser de l'argent si on n'est pas sûr que cet argent, chaque euro est utile. Et ça, on l'entend. Donc, le système des POC, des preuves de concept, on essaie de les poser. Et une fois qu'on a mis les choses en place, on fait une évaluation, on la propose, enfin je pense à la région, mais aussi au département. Hein, et dès l'instant où ils ont vu le bien fondé de l'investissement, cet investissement se fait. Et je crois aussi qu'il se fait d'autant mieux que chaque fois qu'on fait un POC, on met l'industriel à l'intérieur du POC. C'est-à-dire qu'il entend, un peu sous la forme de R&D, comment il peut améliorer son produit au service de l'expérimentation en place. Et une expérimentation qui fonctionne, elle ne dure pas des années. Elle doit être courte, avoir des effets de retour sur investissement rapide, et c'est comme ça qu'on arrive à convaincre. Et on y arrive, enfin je crois, je ne veux pas parler toute seule, hein, mais je crois qu'on peut dire qu'on y arrive bien avec la région et les départements, parce qu'on est raisonnable aussi.
On ne leur demande pas d'investir non plus des millions d'euros, mais de le faire de façon intelligente sur des projets qui sont porteurs. Ok, merci. Karl Laborde, donc pour la FINEF, je parlais de 95 à l'époque, il y avait très peu de choses qui étaient numérisées. On a commencé à faire du PDF, donc c'était vraiment le projet numérique du siècle. Et donc on a bien entendu face à des mastodontes, tout le monde connaissait à l'époque Microsoft, Google émergé, Apple, voilà. Une petite filière numérique française s'est progressivement créée. Moi, j'ai connu la création de la FINEF, donc ça n'existait pas comme les DRAN et les DAN n'existaient pas, la FINEF n'existait pas, ça s'est créé aussi. Il y a eu un effet d'entraînement, donc je dirais que les industriels français ont profité de l'occasion pour s'y mettre, en dehors des éditeurs classiques que je présentais tout à l'heure quand on a fait le tour du hall des éditeurs, donc les Bordas, les Nathan existaient aussi, ils se sont mis progressivement, mais il y a eu tout un petit flopé de petites EdTech, on ne parlait pas d'EdTech à l'époque, c'était les startups, on les accueillit ici. Est-ce que les Français donc, ont suivi? Est-ce que la filière à profiter? Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est compliqué? Merci pour ta question, Eric. Donc bonjour à tous et je voudrais saluer les organisateurs de Ludovia pour nous inviter à cette table ronde. Donc la FINEF, on regroupe les tech, les entreprises de la tech pour le numérique éducatif. Et effectivement, on est la première association historiquement à avoir rassemblé les entreprises pour parler d'une voix. On travaille également avec EdTech France, qui est une autre association qui représente cette filière. Et depuis 95, il s'est passé beaucoup de choses. Alors moi, je me rappelle, en 95, j'étais encore élève. Qu'est-ce que c'était le numérique éducatif pour moi? On allait dans un laboratoire avec des PC de bureau, des sortes d'écrans cathodiques, et c'était un moment un peu solennel, un peu exceptionnel, très spécial. Et finalement, on sortait de l'unité du temps scolaire, et Kamel parlait des fameux allers-retours. Est-ce qu'on est dans le tout numérique, le tout papier? Il y a des histoires de croyances. Et depuis, les choses ont beaucoup bougé. Et ce que je trouve très intéressant, on le voyait encore cet après-midi dans les nouvelles propositions des tech, si vous allez au bazar notamment, et puis sous la halle, on se pose de plus en plus la question au-delà de quelle est la place finalement de ce numérique dans la salle de classe. Et il faut banaliser le numérique, et finalement le numérique qui fonctionne, c'est celui qui est complètement intégré à la salle de classe, parce qu'on est dans une hybridation des supports. Je passe du papier au matériel de manipulation, très important pour l'apprentissage à l'école primaire et même au-delà, ces fameuses manipulations. Et le numérique est simplement une augmentation de ces possibilités-là. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'envisagent les fameux industriels du numérique éducatif dont tu parles. Alors, on parle d'industriels, il s'agit essentiellement de petites structures avec beaucoup d'anciens profs qui, à un moment, ont eu une idée innovante, qu'ils ont pu expérimenter sous forme de POC. Ils ont été appelés à passer à l'échelle parce que ça avait vraiment un vrai impact en termes d'apprentissage. Et aujourd'hui, on est une filière faite finalement plutôt de petites entreprises très humaines. On pourra peut-être parler d'éthique, de souveraineté, de responsabilité. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important qui est unique sur la filière du numérique éducatif en France. Ce n'est pas les GAFAM. Vous allez rencontrer le créateur initial, celui qui a eu l'idée, ceux qui développent. C'est une affaire humaine avant tout. Donc je voudrais dire qu'on caractérise aussi le numérique là-dessus. Et nous, à la FINEF, on essaye d'aider ces entrepreneurs à naviguer dans ce finalement écosystème un petit peu complexe entre les collectivités, les académies, où sont les sources de financement. Et c'est un parcours qui n'est pas toujours évident pour ces entrepreneurs qui, avant tout, sont des passionnés et pas forcément des financiers.
Et ce que je voudrais ajouter, c'est sur donc au-delà de la place du numérique dans la salle de classe, c'est le rôle que ce numérique peut jouer. Donc on a parlé de la continuité au moment du Covid, on a parlé d'innovation pédagogique, ça c'est des caractéristiques très fortes de ce que l'EdTech propose en termes de... Mais surtout, tous ceux qu'on croise, enfin que vous pourrez croiser ces jours-ci, vous verrez ce qui les intéresse le plus aujourd'hui, c'est en capacité les enseignants. Et même s'il y a beaucoup d'anciens enseignants parmi nous, vous remarquerez un dénominateur commun sur le fait qu'on est là pour proposer des outils aux enseignants qui les mettent en capacité de réaliser finalement le projet de l'école républicaine, qui est de participer à une école qui soit capable d'ouvrir le champ des possibles, de lutter contre les inégalités de destin. Et finalement, le rôle du numérique éducatif est totalement compatible avec le projet d'école républicaine. Il y a très peu de solutionnistes, mais c'est avant tout proposer des solutions qui aident les enseignants. Et je vous invite à prendre l'air, parce que là on est un petit peu enfermé, et aller rencontrer ces fameux EdTech, allez vous balader et redécouvrir ces innovations. Merci. Merci à vous. Chacun et chacune, vous avez tous, mais alors tous, parlé d'éthique, de responsabilité. C'est des mots qu'on n'utilisait pas trop il y a quelques années, honnêtement. On parlait beaucoup d'innovation, comme vient de le faire Pierre. On a parlé de cyberattaque, je crois. On a parlé de cyber-responsabilité. La présidente l'a dit aussi. Est-ce que c'est... On a parlé de responsabilité. Est-ce que quelque part, après avoir investi lourdement, chacun, dans votre côté, dans votre métier, est-il venu le temps de se dire, bon, maintenant qu'on a mis ça en place, on va essayer, alors je parlais de régulation, vous parliez de responsabilité, de cyber, choses, est-ce que quelque part le numérique est devenu aussi dangereux? Parce qu'on voit aujourd'hui, hein, on ouvre la télé et puis on voit tous les jours des fake news, des attaques. Bon, c'était la grande crainte pendant les Jeux Olympiques. Les enfants qui... Alors, je crois que c'est l'UNT de l'Île-de-France qui a été attaqué par des élèves. On modifie les notes. Ça devient un exercice compliqué. Alors que je veux dire, la période enjouée, hein, on était tous, oui, on va faire. Et aujourd'hui, on y est dedans. Est-ce que, donc je demanderai à Christine de dire un petit mot là-dessus, est-ce que justement chacun dans vos responsabilités, est-ce que c'est pas justement maintenant le sujet ou est-ce que ça va être le problème du futur? Parce qu'on parlait de ChatGPT, donc qui va être le prochain problème, entre guillemets, ou solution. Ça engage quand même pas mal de questions. Oui, mais c'est un sujet là qu'on travaille depuis quelques années. Juste vous dire, bon, petit exemple, hein, il y a 20 ans, dans une banque où travaillait ma sœur, ils étaient 3 pour s'occuper de sécurité informatique. Hein. Aujourd'hui, ils sont 250. Hein. Donc, je pense que on va vivre, nous, les collectivités, exactement la même chose que ce qu'ont vécu les banques. Pourquoi? Parce qu'on est porteurs, et les uns et les autres, de données extrêmement sensibles. Voilà. C'est vrai pour les départements. Bien entendu, la communauté de communes qui l'a vécu de plein fouet peut en témoigner. Je dirais que pour le syndicat des eaux, c'était moins grave en termes de sensibilité, en tout cas pour le département. Vous savez qu'on a cette compétence sociale qui fait qu'on est porteur de données qu'on peut qualifier d'extrêmement, de hautement sensibles. Voilà, donc, juste pour faire une petite analogie avec le côté bancaire qui fait que on voit comment ils ont évolué, parce que leurs données, ils ne peuvent pas se permettre de les avoir un petit peu partout et puis avoir des entrées et surtout de grosses sorties, je pense. Et donc, je pense que dans l'évolution, on va connaître la même chose. Alors, dans cette évolution et dans le souhait, voilà, que les collectivités ne refassent pas 50 000 fois la même chose. L'idée, pour nous, en tout cas, le département de l'Ariège, c'est de porter plutôt la mutualisation, voilà, et de construire ensemble un outil de sécurisation
Donc, à la fois l'infrastructure, parce que ça recommence comme par le passé, hein, data center partagé, mais aussi mettre en place les équipes qui peuvent être partagées entre plusieurs collectivités. Et donc, l'idée, c'est de rassembler des syndicats, le SDIS, le département et bien d'autres autour et des collectivités hein, qui le souhaiteront, autour d'une infrastructure commune et autour d'une équipe mutualisée. On n'est pas arrivé au bout du chemin quand même. Hein. Comment vous dire qu'il y a toujours un petit peu de réticence sur le sujet, chacun voulant garder ses prérogatives. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est hautement important et qu'on ne peut pas se permettre demain d'être confronté à ça. Les établissements ne peuvent pas être donc confrontés à ce genre de situation non plus. Et leurs données sont aussi hautement, à mon sens, sensibles. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet sur la sécurité qui va nous occuper. Là, je dirais, c'est sécurité physique des données. Et puis, je dirais, il y a un vrai sujet de sécurité par rapport aux enfants. Et la question de bien maîtriser les outils. Et pourquoi ? Je l'ai dit, hein, ce mélange vie privée, vie publique, je m'affiche, mais en même temps, comment ça peut être exploité derrière, et qu'il y ait une prise de conscience, et je dirais, qui n'est pas que de l'éducation nationale, parce que c'est la communauté éducative. Hein, et la communauté éducative commence par à la maison, peut-être dire que si on ne veut pas être addict, bon, je vois que j'en ai quelques-uns devant moi, mais c'est de retourner le téléphone quand je suis à la maison, le temps où on se parle et on s'écoute et on s'entend, j'espère. Voilà, donc il y a tous ces sujets de sécurité dont on a vu dernièrement quand même hein, des aspects dramatiques, hein, je dirais, quand il y a cyberharcèlement et jusque là où ça peut aller, ça peut être encore plus dramatique, bien entendu, qu'une cyberattaque sur une collectivité, etc. Donc, moi, le sujet de la sécurité me semble double, hein, à la fois des données et à la fois des personnes, quoi. Et c'est en ça qu'on doit travailler ensemble. Après, c'est pas parce qu'il y a des sujets de sécurité que l'outil n'est pas quand même quelque chose dont on doit se servir ou dont on peut se servir. Et je dirais que l'IA pose la même question, ennemi ou outil. Et je dirais que si on sait bien s'en servir, c'est un outil. Et puis, si on se laisse déborder, ça peut devenir un ennemi, pourquoi pas. Hein. Mais à nous de l'utiliser dans leurs meilleurs aspects, tout en contrôlant le débordement que ça pourrait apporter. Merci Christine. Sur ce côté-là, donc on a une collectivité qui mercredi présente un projet, c'est le 64, hein, donc les Pyrénées-Atlantiques, qui présente le projet Le Journal des Fake News. Il bosse dessus sur la sensibilisation des jeunes à tous ces problèmes. Alors est-ce qu'à Canopé, vous avez ce sujet en main, c'est sûr, hein, depuis très longtemps, puisque l'éducation aux médias fait partie du réseau Canopé. Est-ce qu'on va jusqu'aux familles chez Canopé ou on reste dans le monde de l'enseignant ? Alors on va jusqu'aux familles avec la coéducation à la parentalité numérique. En effet, l'éducation aux médias et à l'information, ça fait partie de réseau Canopé. On travaille sur la déconstruction des fake news. C'est toujours très compliqué hein, de déconstruire une fake news, de travailler sur l'image, l'information. Les jeunes et leurs familles ont multiples informations qu'ils ne croisent pas forcément, en fait. Nous, notre rôle, c'est de montrer justement qu'il faut aller vérifier cette information, la croiser peut-être avec d'autres canaux. Et notre axe, c'est aussi les familles, puisque comme vous l'avez dit, en fait, la communauté éducative, elle commence aussi avec les familles. Donc Réseau Canopé s'est emparé très tôt de cette thématique. J'ai d'ailleurs Emeline, qui doit être dans la salle ou qui est sur le stand. Elle est là, oui, on me la montre, qui travaille pour Réseau Canopé sur le printemps de l'EMI, qui est un événement pour nous annuel et qui est important, qui est à destination de toute personne, où on va déconstruire aussi des stéréotypes, parfois des clichés.
des représentations. Et je crois que ça, on aura toujours à le faire, en fait. Puisqu'on entend parfois que les jeunes ne lisent plus, que les jeunes ne s'intéressent à rien. C'est faux. En fait, ils lisent, ils s'intéressent à tout un tas de choses à travers d'autres moyens qui sont les leurs, certes. Ils n'ont pas les mêmes sources peut-être que celles que nous avions. Ils écoutent certains influenceurs, certaines personnes qui font du buzz. À nous aussi de leur montrer que l'information, elle peut être différente, qu'on peut parfois les manipuler à travers ça et surtout les amener à avoir un esprit critique et personnel, en fait. Donc oui, Canopé s'en empare et la parentalité numérique est un axe important qu'on travaille et qu'on va de plus en plus travailler, en fait. Sabrina, c'est la question difficile pour toi. Moi, je vois aujourd'hui, enfin tout le monde voit, qu'il y a des leaders politiques, des États entiers qui utilisent les fake news. Des gens qui sont élire sur des fake news. Et en face, en Atlantique, on en voit un, là, qui est un danger pour l'Europe. Ça devient un sport. En gros, comment on fait quand on est face à des élèves pour leur expliquer qu'ils ont beau être futurs présidents ou présidents, c'est pas bien ce qu'ils font. C'est compliqué quand même. Ah mais bien sûr, c'est compliqué, mais pas que par rapport à des élèves, c'est vrai aussi pour des adultes. On voit bien qu'il y a des victimes des réseaux sociaux. Alors, le premier travail, et les enseignants le font régulièrement, c'est de désacraliser les réseaux sociaux qui ne sont pas des véhicules de vérité. Parce que très souvent, les jeunes croient que tout le monde est auteur sur les réseaux sociaux. Alors qu'auparavant, quand on était auteur, on était quelque part reconnu dans la valeur de ce qu'on produisait. Là, n'importe qui peut faire n'importe quoi, et c'est bien souvent le cas. Donc, on fait un vrai travail avec évidemment Réseau Canopé quand on travaille avec vous, ou avec la Trousse à Projet, sur la parentalité numérique, ou encore avec la CNIL. N'oublions pas la CNIL, et tout ce qui relève de règlement général de la protection des données personnelles. La question de l'extimité qui fait le pendant de l'intimité, c'est-à-dire qu'auparavant, on gardait pour soi certaines choses, et avec les réseaux sociaux, on met tout et n'importe quoi au vu. Et donc c'est tout ce travail de rééducation à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on reprend les élèves là où ils sont par rapport à leur idéalisation des réseaux sociaux et on les ramène à la réalité. Et c'est un vrai travail de fond. C'est un travail de fond sur les fake news, c'est un travail de fond sur l'extimité, et souvent les jeunes filles d'ailleurs se montrent de façon très ouverte, et c'est un réel danger. Et l'éducation et notamment à la sexualité, a aussi cette fonction de dire non, tout n'est pas montrable, et attention aux influenceurs, attention, voilà. On est piégé. Mais je voudrais dire que tout ce qui a été progrès dans le monde et dans l'humanité a toujours eu cette phase d'engouement, et ensuite on s'est dit, oups, ça peut être dangereux. C'est vrai pour l'atome aussi, n'oublions pas. L'atome nous soigne quand on a un cancer, mais ça peut être aussi dangereux, le nucléaire, quand on a une bombe. C'est une évidence que je vous dis là. Et dès l'instant où on pose les choses comme ça, on arrive à tirer le meilleur et ne pas être toujours dans le pire. Je crois que c'est cette éducation-là qu'il faut qu'on pousse. Une des idées de l'école de la République, c'était de créer des citoyens éclairés. Ouais. Est-ce que c'est pas sportif avec le numérique au quotidien de faire ça aujourd'hui ? Ah bien sûr que c'est sportif, c'est pour ça que c'est intéressant. Je veux dire que si c'était trop simple et qu'on n'ait pas de défi, je ne sais pas si les enseignants s'y inscriraient avec autant de passion, et c'est ce qu'ils font. Et c'est parfois dangereux, vous savez très bien que certains enseignants en ont souffert, et dans leur chair et dans leur vie. Donc l'école aujourd'hui est un rempart extraordinaire, et il faut nous aider à continuer à travailler sur ces idéaux qui sont des idéaux de valeurs d'éthique et de responsabilité, de citoyenneté. C'est fondamental. Et aider les parents à travailler avec nous, parce que la coéducation, ça allait de soi à un certain moment. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Il y a une forme de démission pour des tas de raisons que je ne suis pas là capable d'analyser. Mais il faut vraiment qu'on refasse équipe, tous, parents, écoles, et puis collectivités et société au sens large, vraiment. Ok, merci beaucoup à tous. On félicite les enseignants qui au quotidien ont la charge de nos enfants et d'attaquer les problèmes en face. Des fois c'est pas simple. On a vu en France ce que ça pouvait impliquer. Donc merci à tous d'avoir donné votre point de vue. Alors normalement il est venu le temps de vous demander d'aller. Qu'est-ce qui se passe ? Le nom.
Il y en a une petite surprise en fait, puisque j'étais au courant, mais j'avais pas le prénom. Donc c'est Yvan. Et ça c'est bon, on va le dire. Donc en fait, normalement à Ludovia, on commence par un bon petit coup, hein, donc, qui est offert par Ludovia. Et donc cette année, c'est les 20 ans d'un éditeur que beaucoup de gens connaissent ici, qui est KNE, hein, donc le kiosque numérique d'éducation, et qui a souhaité donc utiliser Ludovia comme tremplin pour fêter ses 20 ans, hein, la première. Donc on va inviter, c'est pas Gaël, mais c'est Ivan Ostrovitch de KNE à nous donner un petit mot, à nous rappeler pourquoi, comment, c'est qu'est le KNE. Donc Yvan, et puis ensuite il invitera les gens à venir boire le pot de l'amitié au parc. Merci pour me donner quelques minutes. Donc bonsoir tout le monde, bonjour, c'est quand même l'été, donc c'est encore la journée. Merci pour ces moments. Donc, je suis Ivan Ostrovitch, je suis directeur de KNE. Donc, KNE, c'est le kiosque numérique de l'éducation. C'est l'entité du groupe Hachette Livre qui distribue, qui commercialise les ressources numériques des éditeurs du groupe. Donc, Hachette Éducation, Istra, Atier, Fouché, Didier, mais aussi des éditeurs partenaires, donc comme les éditions Maison de Longue, Fontaine-Picard, Fouché, Bertrand Lacoste, et aussi des éditeurs presse que je peux probablement oublier, mais comme Le Monde ou Courrier International qui sont aussi présents. Et donc, si Ludovia fait sa 21e édition, nous on fête nos 20 ans, parce que le KNE a été créé en 2004, un 4 février. Donc je ne sais pas si vous savez que l'autre entreprise a été créée à cette même date. Facebook. Donc on a la même âge que Facebook. Et donc pour nous c'était important de fêter cette année ses 20 ans et aussi de faire Ludovia parce que aussi quand même la région Occitanie a été aussi des précurseurs dans le numérique. Et donc ça nous paraissait important d'y être. Et donc je sais qu'il y a le cocktail, donc ça sera plaisir de vous accueillir à tous au cocktail, sachant que je pense que je dois reparler, donc je vais me garder quelques mots pour la fin. Et donc merci à tous et vous êtes tous invités au cocktail. Ça sera plaisir d'échanger plus largement. Merci. Christine, vous voulez dire quelque chose? Ouais, parce qu'Aurélie me dit, ouais, je crois que Christine va dire un truc. Ok, non, ça va. Ok, alors je voulais préciser que KNE était un des premiers, avec Prométhéan, un partenaire de Ludovia. Voilà, donc ils nous ont aidés un peu à démarrer avec le conseil départemental, donc c'est pour ça que quelque part ils sont un peu là ce soir. Voilà, merci, écoutez, oui. Le lieu du cocktail, alors, donc normalement il y a un jeu de piste, alors vous avez un QR code. Non, en fait c'est simple, hein, on s'est baladé dans le souk numérique, sous la grande tente, et c'est là. Voilà, merci à tous.